Eh bien, bonjour à tous, bienvenue à l'Institut d'Optique. Donc, je me présente, je m'appelle Patrick Georges et je travaille à l'Institut d'Optique dans un laboratoire de recherche qu'on appelle le laboratoire Charles Fabry. Et je dirige un groupe qui s'appelle le groupe Laser. Et donc, ce soir, je vais vous parler de laser. Donc, vous voyez, c'est pas très original. Donc, tout simplement, parce que c'est la seule chose que je peux vous présenter. Mais en fait, pas tout type de laser, parce que des lasers, vous savez, il y en a des différents, il y a énormément de types de lasers. Parce que je vais essayer de vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on fait avec des lasers de puissance. Et j'expliquerai un petit peu ce que c'est des lasers de puissance. Et j'introduirai deux notions, laser de puissance continue, laser de puissance straight. On viendra avec tout ça par la suite. Alors, n'hésitez pas à m'arrêter, poser des questions. Hein, parce que c'est plus convivial si vous avez une question, si vous ne comprenez pas. Je pense que si vous ne comprenez pas, vous n'êtes pas la seule ou le seul à ne pas comprendre. Donc, vous posez des questions et puis j'essaie de répondre. J'essaie de répondre, hein, seulement. Bien, donc on va commencer. Donc le plan de mon exposé, donc je vais commencer par un petit rappel des principes de base des lasers, même si vous l'en avez déjà eu, donc ce n'est pas toujours inutile d'avoir ce genre de rappel. Puis je commencerai par les lasers continus de forte puissance et par deux applications qui sont l'usinage des matériaux et des applications militaires. Ensuite, je ferai la transition entre les lasers continus de puissance et les lasers impulsionnels. Et je vous présenterai d'autres applications qui sont le décapage et aussi des applications pour lesquelles on a pris des lasers, on les a envoyés sur Mars pour essayer de faire une analyse des propriétés de cette planète. Comme c'est loin, c'est un peu compliqué à y aller. Et après, je parlerai d'autres lasers impulsionnels, mais qui délivrent des impulsions encore plus courtes, et vous verrez qu'il y a des intérêts autres complémentaires. Et en fait, je terminerai mon exposé. Donc les principes de base des lasers, en fait, sont assez connus maintenant, parce que vous savez qu'il y a eu, en 2010, on a fêté les 50 ans de la première démonstration de l'effet laser. Et en fait, je vais commencer par parler un petit peu de... Vous savez qu'il y a une dualité entre l'onde, la lumière, ça peut être une onde, et ça peut être aussi un corpuscule, le photon. Donc l'onde, en fait, c'est quoi? L'énergie qui se propage sous forme d'une onde électromagnétique. Vous savez tous que vous avez une onde électromagnétique qui se propage à une fréquence nue. Et la fréquence nue, en fait, on peut la relier à la longueur d'onde ou à la couleur du laser par la relation lambda C sur nu. C nu égale C sur lambda, avec C la vitesse de la lumière. Et donc vous savez qu'il y a une continuité en fait, de ce genre d'ondes électromagnétiques. On va du domaine des radios, des ondes radio qui sont très très longues, jusqu'au domaine des rayons X, voire des rayons gamma. Et chaque fois qu'on va plus vers la droite, sur votre droite, eh bien, on a la fréquence qui diminue, la longueur d'onde augmente. Et le domaine de l'optique, en fait, c'est un domaine qui est assez petit, qui se situe aux alentours de 0,4 à 0,8 micromètres. Et ça, c'est le domaine visible, hein, vous savez. Et le domaine de l'optique, on l'étend un petit peu, on passe de 0,1 à 10 microns, puis on va de l'UV à l'infrarouge. Après, évidemment, il n'y a pas de discontinuité. Si vous allez un petit peu plus grand longueur d'onde, on tombe dans les ondes radar. Et un petit peu avant, on tombe sur les rayons X et les rayons gamma. Alors, c'est une onde, mais c'est aussi une énergie. C'est un grain d'énergie, c'est une particule, là, le photon. Et ce photon, il a une énergie. Et son énergie est reliée à sa fréquence. C'est-à-dire que l'énergie du photon bleu, elle est plus grande que l'énergie du photon rouge. Vous voyez, parce qu'on a une énergie égale à h nu avec la constante de Planck. Et ça va avoir des conséquences aussi sur le fonctionnement de tout ça. Alors maintenant, quand vous regardez le rayonnement, par exemple, toute la lumière qui nous entoure, on peut la classer sous deux types. Par exemple, il y a le rayonnement qu'on appelle le rayonnement du corps noir, type le soleil qui nous éclaire, ou alors une lampe à filament. Alors je dis bien une lampe à filament, donc un petit filament qu'on chauffe, on met une tension électrique, il prend une certaine température, et Planck nous a dit il y a plus d'un siècle que en fait, le spectre d'émission dépendait de la température. C'est que plus la température était élevée, plus le spectre était intense, mais se décalait dans le bleu, donc vers les photons de plus grande énergie. Mais vous voyez, il y a un spectre continu, c'est-à-dire que quand vous prenez un petit prisme, ou quand vous regardez l'arc-en-ciel, par exemple le soleil, vous avez une décomposition de la lumière qui est continue, vous avez du rouge, du vert, du bleu, du jaune, et puis il y a aussi toutes les longueurs d'onde qu'on ne voit pas. Ça, on ne voit que ces longueurs d'onde-là. Et ça peut être intéressant. Il y a des applications, par exemple ici, vous avez des fusibles d'un compteur électrique, dont dans le visible, ils ont l'air très très bien. Par contre, si vous regardez avec une caméra infrarouge qui regarde en fait un rayonnement qui est aux alentours de 3-4 microns, vous apercevez qu'il y en a un des fusibles qui émet beaucoup de lumière, qui émet beaucoup de lumière infrarouge. Et pourquoi il émet beaucoup de lumière infrarouge? Parce qu'en fait, il est en train de lâcher. Donc sa résistance augmente, et
grâce à une caméra infrarouge, on arrive à voir ce rayonnement, alors que dans le visible, en regardant dans le spectre visible, on ne voit absolument pas qu'il y a un problème qui apparaît. Donc ça permet, en fait, en analysant le spectre émis dans des gammes de longueur d'onde très précises, on arrive à avoir des informations supplémentaires qu'en restant seulement dans le spectre visible, qui est tout petit, oui, qui est très très contraint. Alors, ce rayonnement-là, on peut avoir un autre type de rayonnement, c'est le rayonnement qu'on appelle par luminescence. Et là, c'est en fait des échanges d'énergie entre un atome, un ion par exemple, et des photons. Et ça, c'est exactement le cas qu'on a lorsque vous prenez un gaz et que vous ionisez un gaz, comme dans un tube néon, qu'on appelle un néon, où il y a du krypton aussi, ou sur les autoroutes, vous avez des lampes jaunes, des lampes au sodium qui vous éclairent. Et bien ça, c'est un rayonnement qui est issu de la transition entre deux niveaux d'énergie d'un ion sodium, par exemple ici, qui a été excité par une décharge électrique, ou là, des ions krypton ou néon. Et bien vous voyez que le spectre est totalement différent. Ici, vous aviez un rayonnement continu. Là, vous avez en fait un rayonnement distrait. Vous avez des longueurs d'onde distraites qui correspondent à des transitions bien précises parce qu'il y a une quantification de l'énergie des niveaux d'énergie. C'est-à-dire que les atomes ne peuvent pas avoir une énergie qui est entre des niveaux d'énergie bien précis. Donc ça, ça commence à être la base du laser, là. Parce que, en fait, quand vous regardez ces interactions, quand vous prenez une particule qui est excitée, donc vous pouvez la faire passer d'un niveau d'énergie faible à un niveau d'énergie élevé en amenant l'énergie sous forme de photon. Vous voyez, le photon, c'est de l'énergie. Donc vous amenez le photon de l'énergie sous forme de photon et la particule passe de ce niveau-là à ce niveau-là en absorbant cette énergie. Puis une fois qu'elle est en haut, comme son niveau stable, c'est plutôt le bas, qu'est-ce qu'elle fait? Elle réémet cette énergie sous forme d'un photon. Donc il y a l'absorption ou l'émission. Mais alors ça, c'est une émission qu'on appelle spontanée. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, la particule, elle ne veut plus rester dans l'état excité, elle revient dans l'état stable, qui est le niveau de plus basse énergie. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'émission spontanée, c'est quelque chose qui est connu depuis très longtemps. Et en fait, ce que Einstein a introduit il y a très longtemps, c'est une autre façon de réémettre l'énergie par la particule qui est dans l'état excité, c'est que la particule étant dans l'état excité, elle voit un photon qui arrive près d'elle, et en fait, elle est stimulée, et elle réémet le photon, elle perd son énergie, et à la sortie, qu'est-ce qui se passe? Il y a deux photons. Il y a le photon qui était venu exciter, puis le photon qui a été émis. Et ça fait deux photons. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que le photon émis, il est identique au photon qui venait provoquer l'émission, qui venait stimuler l'émission. Il a exactement les mêmes propriétés. Et ça, par contre, c'est un nouveau concept qui a été introduit par Einstein, et c'est à la base des lasers. En gros, un laser, c'est un générateur de photons qui sont tous identiques. Donc, c'est bien ce processus-là qui apparaît comme l'élément clé qui permet en fait d'avoir un photon. Parce qu'un laser, c'est quoi? C'est l'acronyme d'un terme anglais qui s'appelle Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. En gros, en français, ça veut dire c'est de l'amplification de lumière par le processus d'émission stimulée. Et donc, en fait, c'est ce processus d'émission stimulée qui est à la base de l'émission laser. Et c'est en fait un concentré de mécanique fondamentale, voire de mécanique quantique, mais aussi beaucoup d'ingénierie. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez compris les concepts, vous avez fait que la moitié du chemin, il faut encore mettre en place, réaliser concrètement ce laser. Et ça, des fois, ce n'est pas simple du tout. Et en fait, un laser, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que c'est une sorte de convertisseur d'énergie. Un laser, ça va prendre de l'énergie qui va être soit de l'énergie lumineuse, soit de l'énergie optique, de l'énergie électrique, mais globalement, en fait, on va toujours avoir une source d'énergie quelque part, une pile où on va le brancher au sélecteur, et ce laser-là, il va convertir l'énergie en énergie lumineuse. Et cette énergie lumineuse, elle a des propriétés intéressantes, et c'est ça qui est intéressant pour l'étudier. Et en fait, tout est basé sur ce que je vous ai dit, hein. Un photon va provoquer successivement l'émission d'autres photons, mais tous ces photons, ils sont identiques, ils ont tous la même direction, la même longueur d'onde, la même énergie, ils ont aussi la même phase, la même polarisation, et c'est pour ça que, par exemple, j'ai dans la main un laser, vous voyez que la directivité, tous les photons sont émis dans la même direction, parce qu'ils sont tous pareils, et donc ça, c'est des propriétés qui sont très 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 intéressantes, parce que c'est très différent d'une lumière qui vous éclaire dans 4 pistes terranium tout autour de vous. Et ces propriétés-là, elles vont être exploitées pour faire avec des lasers ce qu'on ne sait pas faire avec d'autres sources lumineuses, en fait. Oui. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un laser? En fait, c'est un oscillateur. On peut dire que c'est un oscillateur qui oscille dans le domaine des fréquences optiques, donc qui est dans les domaines très 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 élevés, dans des centaines de térahertz. Et en fait, on a une source d'énergie, on va avoir un amplificateur qui va être l'élément qui va produire l'émission stimulée, et on va avoir une contre-réaction, c'est-à-dire qu'on va constamment envoyer les photons faire des allers-retours entre deux miroirs. La contre-réaction est réalisée en optique grâce à des miroirs,
En électronique, par exemple, c'est des fils qu'on branche sur un amplificateur. C'est exactement le même principe qu'en électronique. Simplement, en électronique, on oscille à des fréquences qui sont de l'ordre du mégahertz, voire gigahertz. Ici, on est quelques ordres de grandeur au-dessus, quelques centaines de terahertz. Mais le principe de base de l'oscillateur en électronique et de l'oscillateur en optique, c'est rigoureusement le même. Alors évidemment, après, c'est des principes. Il faut les appliquer à des choses beaucoup plus complexes. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que historiquement, les lasers, on a commencé par développer des brides de base. Et ces brides de base, elles ont été réunies simplement dans les années 60. Vous avez en fait l'assemblage de deux miroirs les uns en face des autres. Ça avait été étudié par Fabry et Perot pour faire autre chose. Évidemment, Einstein a introduit ce concept d'émission stimulée qui a été le concept révolutionnaire. Il y a aussi le concept du pompage optique, donc donner de l'énergie avec des photons. Ça a été introduit par Alfred Kassler, chercheur français, en fait, comme Fabry et Perot. Et puis, en fait, ces choses-là étaient développées de manière un petit peu disparate. Et en fait, dans les années 60, il y a eu la réunion de tous ces concepts différents pour fabriquer un laser. Et c'est le travail qui a été mené par Shallow Towns aux États-Unis, Bassov Prokhorov en Union soviétique à l'époque. Alors ça, c'était de manière théorique. Et puis Ted Maiman, en fait, un chercheur, a développé le premier laser en juin 1960. Et depuis, ça a donné lieu à énormément de recherches. Une nouvelle branche de la physique est apparue. Et ça a même donné à différents prix Nobel, encore il n'y a pas très récemment, il y en a eu un. Et donc, c'est vraiment quelque chose de révolutionnaire. Ça a vraiment révolutionné l'ensemble. Donc, j'ai une petite vidéo là qui va vous montrer un petit peu comment ça marche un laser. Donc, vous voyez, je commence à prendre des photons verts, donc qui ont beaucoup d'énergie. Donc, ils vont être absorbés dans un tube. Et pour faire passer les particules que je parlais précédemment, de l'état fondamental à l'état excité. Mais au bout d'un moment, ces particules, elles réémettent l'énergie sous forme de photons rouges. Et ces photons rouges, vous voyez, ils sont émis n'importe où. Après, quand vous mettez deux miroirs, un photon arrive ici, et le processus d'émission stimulée fait que vous avez une multiplication des photons, juste à avoir un effet laser qui a lieu entre ces deux miroirs, et vous avez créé un laser. Donc en fait, comme je disais, c'est un convertisseur d'énergie, parce que vous avez de l'énergie sous forme de photons verts qui est absorbée, et cette énergie absorbée, elle va être réémise sous forme d'effet laser. Donc vous avez en fait ce qu'on appelle une cavité laser entre ces deux miroirs-là, puis l'un des miroirs est légèrement transparent, et le faisceau laser qu'on peut utiliser, c'est le faisceau qui traverse un des miroirs. Vous avez un pourcentage qui est traversé. Et le reste sert à maintenir ce qu'on appelle l'oscillation laser. Et donc, dans mon laser que j'ai ici, vous avez exactement le même processus qui apparaît. Et c'est ce laser-là qui va avoir des propriétés intéressantes, qui a été démontré la première fois, comme je disais, par Ted Maiman en 1960. Donc, c'était un petit cristal. Alors, ce qui est assez remarquable, c'est qu'en fait, il a tous les composants permettant de réaliser le laser, il les a achetés. C'est-à-dire que tout était disponible. C'est simplement le fait de réunir l'ensemble qui lui a permis de fabriquer une source de lumière révolutionnaire. Donc c'est assez, déjà, ça rend modeste parce que tout existait, simplement il fallait juste les mettre ensemble. Mais c'est ça le génie, c'est de réussir à mettre les choses ensemble. Donc ce laser-là, en fait, il l'a fait fonctionner une première fois en 1960, et rapidement les gens se sont dit, ouais, ça va être génial, on va faire plein de choses et tout ça. Donc il y a eu une espèce de foisonnement de travaux en 3-4 ans, il y a eu plein de travaux qui ont été menés. Et là, on voit un éclaté de son laser, de la version originale. Donc il y a un petit cristal, c'est un petit cristal de rubis, donc c'est un peu compliqué, mais c'est de l'aluminium, enfin c'est une matrice d'alumine dopée chrome. Et la lumière, l'énergie, on le donne avec un circuit électronique, et on convertit la lumière grâce à une lampe flash, un peu comme les lampes qui nous éclairent. Donc, et cette lumière-là, elle est absorbée par le cristal et elle est réémise sous forme de laser. Donc c'est assez remarquable. Et alors les lasers, une fois que vous avez fait ça, les lasers sont tous les mêmes, mais sont tous différents. Alors je dis ça pourquoi? Parce qu'en fait, suivant la nature du milieu amplificateur qui va permettre d'avoir l'effet laser, ça peut être un gaz, un solide, un colorant, un autre cristal semi-conducteur. Donc suivant la nature, on a des fonctionnements différents. L'énergie qu'on donne au système et qui, lui, va la transformer en rayon laser, elle peut être de formes différentes. Ça peut être sous forme d'électrons, de l'énergie électrique. Ça peut être de l'énergie optique. Ça peut être aussi des réactions chimiques même. Quand vous mélangez deux corps, paf, il y a de l'énergie fournie. Et puis les dimensions, alors là, on a tout ce qu'on veut. Donc ça va de quelques millimètres cubes à des lasers qui ne tiennent pas dans la salle. Mais alors, ils sont tous différents. Par contre, le principe est rigoureusement le même. Vous voyez, c'est vraiment toujours le même principe. Alors après, on le décline, on l'applique à différentes
thèmes, différentes sources. Et c'est ça qui est intéressant. Et les propriétés des lasers sont assez remarquables. En particulier, ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut concentrer la lumière sur des toutes petites dimensions. Par exemple, mon laser, vous voyez, il est très, très directif. Alors, il est directif, mais il diverge quand même. Si je l'envoyais sur la Lune, la dimension serait environ 300 mètres. Vous voyez, donc il diverge un tout petit peu. Vous voyez, les rayons lumineux sont légèrement écartés, mais pas beaucoup. Et l'intérêt aussi, c'est que si je prenais une lentille, si j'arrive à focaliser, j'arrive à mettre toute l'énergie sur environ 1 micron. Et ça, c'est intéressant parce que vous allez avoir, vous allez avoir une concentration de puissance très importante. Et on va pouvoir faire des choses qu'on ne peut pas faire avec une lampe. Une lampe, on n'arrive pas à concentrer la lumière autant. Et vous allez voir dans les applications d'usinage, ça va être essentiel pour découper des métaux, c'est de pouvoir concentrer cette lumière sur des toutes petites dimensions. Donc ça, c'est très intéressant, mais ça peut être dangereux aussi. Parce que si je prends le laser là, je me l'envoie dans l'œil, je me brûle la rétine. Donc vous voyez, et pourtant la puissance elle est ridicule, là, c'est quelques milliwatts, et si je l'envoie sur ma main, j'ai absolument aucun problème, je ne me brûle pas. Par contre, quand vous la focalisez sur votre rétine, et la rétine est très sensible. Donc il y a des fois, vous savez, il y a des gens qui s'amusent avec des lasers, ils vous les envoient. Il faut faire très attention, parce que si vous l'envoyez directement dans l'œil, et l'œil c'est un système qui focalise tout ce qu'il reçoit comme photon sur la rétine, il fait de l'image, et ben, il y a beaucoup de lasers qui sont dangereux, qui sont au-delà du seuil de dommage de votre rétine. Et votre rétine, attention, hein, vous en avez une, et ça ne se régénère pas. Quand vous brûlez la rétine, ben, les photorécepteurs ils sont morts pour la vie. Et donc vous devenez aveugle en fait. Donc ce n'est pas des jouets. Alors, l'intérêt, vous voyez, c'est de concentrer la lumière spatialement. C'est-à-dire qu'on va pouvoir concentrer cette lumière et mettre toute la puissance sur une toute petite tâche. Mais alors, il y a un autre intérêt qui est assez important, c'est qu'on peut concentrer aussi les photons temporellement. C'est-à-dire qu'on peut, au lieu que les photons soient émis continuellement, un peu comme mon laser, on peut fabriquer ce qu'on appelle des impulsions de lumière, des flashs lumineux très, très brefs. Et alors, ces flashs lumineux, ils sont très, très courts. C'est en optique qu'on sait faire les événements les plus courts. Et évidemment, plus vous avez un événement plus court, plus la puissance instantanée, c'est-à-dire la puissance pendant l'impulsion, va être importante. Et on atteint des puissances crêtes qui sont au-delà de ce qu'on sait faire, mais j'y reviendrai après. On atteint des gigawatts, des térawatts, voire des pétawatts. Enfin bon, c'est des grosses puissances. Et il y a des applications aussi, et il y a des applications dont vous ne soupçonnez même pas l'existence. Je vous en montrerai une à la fin, vous verrez, c'est assez rigolo. Alors les lasers, ils servent à quoi ? Bon, ils servent aux télécommunications. Hein. Quand vous allez sur Internet, eh ben, tout ce que vous envoyez, tout ce que vous recevez, ben, ça passe par des lasers. C'est des lasers qui sont le support de l'information que vous véhiculez dans les fibres optiques. Ça voyage avec des années-lumière, donc ça va très très vite. C'est pour ça que les interrogations sur Internet vont très très vite. Alors ça sert aussi dans les lecteurs CD, par exemple les lecteurs CD, DVD, Blu-ray, tout ce que vous avez là, ben, ce sont des lasers qui viennent lire l'information que vous avez stockée sur le support de disque optique. Puis après, il y a le traitement des matériaux. Et là, je vais vous montrer quelques exemples. On sait usiner. Alors après, il y a des applications scientifiques, médicales, militaires. Enfin, on va voir un petit peu tout ça. Et évidemment, les lasers, chaque domaine d'application a des lasers spécifiquement dédiés pour ces applications-là. Oui, c'est normal. Donc on va commencer par des lasers de forte puissance qui sont continus, qui émettent continuellement le rayonnement. Et je vais commencer en fait par une petite vidéo qui va vous montrer le principe de base, en fait, à quoi ça sert, comment on fait pour usiner du métal. Ben, on prend un laser, on le focalise avec une lentille, et vous voyez qu'on focalise et on arrive à découper des tôles qui sont relativement épaisses. Vous voyez la taille de la tôle, mais c'est une découpe sans contact, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contact. C'est les photons qui viennent, et je vous expliquerai après comment ça marche. Et vous voyez, grâce au fait que c'est sans contact, ben vous avez la possibilité de fabriquer des formes qui sont très complexes, formes qui sont difficiles à fabriquer en dehors de ce principe. Vous voyez, vous avez des formes, des roues crantées, des trous au milieu, enfin bon, après l'imagination. Donc le principe, vous voyez, c'est que vous avez une tôle et puis le laser se déplace. Ou la tôle peut se déplacer, ou les deux peuvent bouger. Vous voyez, après, on peut faire ce qu'on veut. Alors qu'est-ce qui se passe? Ben, tout est basé en fait sur l'absorption. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, vous avez la lumière laser, elle va être absorbée par le métal, et suivant la puissance, vous allez commencer par chauffer, fusionner l'ensemble, vaporiser, et vous allez découper l'ensemble, parce que vous allez évaporer le métal. Vous voyez? Alors évidemment, ça dépend de la puissance, ça dépend de ce qui se passe. Donc le principe, c'est une absorption de la lumière locale. Alors, local, pourquoi? Parce que vous allez focaliser avec votre lentille sur une toute petite dimension, ça peut être le millimètre, voire moins que le millimètre en diamètre.
Et donc, vous allez avoir une concentration de lumière très, très, très intense, un échauffement énorme, et vous allez découper. Okay, alors, typiquement, là, vous avez des vitesses de découpe qui dépendent évidemment de la puissance du laser, mais aussi de l'épaisseur de la tôle. Et évidemment, les applications sont différentes. Là, je vous ai montré une tôle très, très épaisse qui était découpée. Là, je peux vous en montrer une où la tôle est quand même moins épaisse. Et vous allez voir en fait que ça peut aller très très vite, vous voyez. Donc là, on découpe des petits trous. Donc là, vous voyez, ça c'est le laser, la tête laser qui se déplace. Et en même temps qu'on envoie le laser, on envoie aussi du gaz. Et ce gaz sert à repousser la matière qui est créée par vaporisation de manière à ce qu'elle ne vienne pas se coller sur les lentilles, parce que sinon, vous auriez des problèmes de transmission. Donc en même temps, il y a des jets de gaz qui apparaissent et tout ça, et vous avez la possibilité de faire des découpes très complexes. Évidemment, tout ça, c'est piloté par ordinateur, où vous avez une conception assistée par ordinateur qui permet de faire tout ça. Alors, quel type de laser on utilise pour faire ce genre de découpe? Ben, ce sont des lasers. Alors, historiquement, le premier laser qui est devenu suffisamment mature en termes de performance, de fiabilité, de stabilité, c'est ce qu'on appelle un laser à gaz type CO2. Alors c'est du CO2, comme dioxyde de carbone, hein, donc ça c'est bon, on en a partout. Et donc il suffit d'en lui envoyer l'énergie sous forme d'une décharge électrique, et ce laser-là émet un rayonnement à 10 microns. Donc on est tout au bord de ce qu'on considère encore comme l'optique, donc on est dans l'infrarouge. Alors bon, à la limite, pourquoi pas? Le gros intérêt, c'est que la technologie a été rapidement mature. On est capable de faire des très fortes puissances, plusieurs dizaines de kilowatts. Et en fait, un paramètre qui est très très important, c'est qu'en fait, le rendement électrique-optique du système est grand. Alors, c'est quoi le rendement électrique-optique? En gros, c'est la puissance produite par rapport à la puissance consommée. Or, lorsque vous êtes dans une usine et vous faites fonctionner des lasers toute la journée, voire 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, eh ben, le rendement global il est important. Si vous voulez avoir une puissance de 20 kW et si vous avez un rendement de 1%, vous imaginez, vous allez consommer des puissances qui sont gigantesques. Donc le paramètre important là, qui a été le clé pour ce développement-là, c'était le rendement globalement élevé. En gros, vous avez environ 50% de l'énergie électrique qui est transformée en énergie lumineuse utile laser. Ça, c'est super important. Par contre, ce laser CO2, évidemment, la vie n'est pas toujours tout rose, il a aussi des problèmes. Il y a deux problèmes. D'une part, on ne sait pas faire de fibre optique pour transporter le rayonnement laser du laser au poste de travail. Parce que vous comprenez bien qu'un environnement industriel, c'est assez compliqué à maîtriser pour des lasers. Donc on aime bien avoir le laser d'un côté et puis la table de travail de l'autre côté. Mais entre les deux, il faut transporter le laser. Et dans un environnement, on aime bien mettre des fibres optiques, comme on transporte la lumière pour Internet. Or, il n'existe pas de fibre optique à 10 microns, on ne sait pas en faire. Et donc, on est obligé de mettre des miroirs avec des caches pour... Et donc ça, c'est assez problématique. Ça se fait, mais c'est assez problématique. Et un autre problème qui est apparu, c'est qu'il y a des problèmes d'absorption, et ça, j'y reviendrai un petit peu après. Donc, en fait, un laser à CO2, ça ressemble à quoi? Ben, vous avez deux miroirs et un milliamplificateur. Vous voyez, le principe est toujours le même. Et qu'est-ce qu'on fait? On envoie une décharge électrique très haute tension dans le gaz. Vous ionisez, en fait, pas que du CO2, il y a des mélanges d'hélium, de néon, enfin bon, ça c'est un peu de la tambouille de laseriste. Et en fait, vous faites circuler l'ensemble et vous avez un rayonnement laser qui apparaît et ça donne des machines qui sont assez volumineuses, mais c'est quelques mètres cubes. Dans une usine, c'est encore compatible. Et grâce à ça, vous avez des choses intéressantes et pendant 10-20 ans, ça a été des lasers qui ont été très utilisés. Et je vais revenir en fait sur mon problème d'absorption de matériaux qui est réduite en vous montrant un graphe qui vous montre un petit peu le problème. Donc là, j'ai un graphe qui montre en fait l'absorption de différents métaux, cuivre, aluminium, acier, tout ça. Et là, je vous ai mis le 10 microns. Vous voyez, l'enjeu 10 microns, là où le laser CO2 émet, c'est ici. Et vous apercevez que quand je baisse la longueur d'onde, quand je fais par exemple à 1 micron, ouais, et bien vous apercevez que l'absorption est beaucoup plus élevée. Donc vous allez me dire, là, ok, j'absorbe pas beaucoup. Donc j'ai un laser qui est très efficace, hein, qui transforme 50% de l'énergie que j'ai consommée en énergie lumineuse. Par contre, de cette énergie lumineuse, j'en absorbe que 20, 10%, enfin c'est pas beaucoup. Enfin, c'est pas vraiment pourcentage, enfin bon, c'est plutôt en fraction de puissance absorbée. Et vous voyez que si j'étais là, ben, je gagnerais beaucoup déjà. Vous voyez, j'ai beaucoup plus d'absorption. Donc c'est le raisonnement que se sont fait les chercheurs, les laseristes, dans les années 70-80, en se disant, prenons plutôt un autre cristal, un autre laser du type néodymial. Et c'est en fait un autre type de laser qui lase aux alentours de 1 micron. Et alors, c'est un peu compliqué, c'est un cristal dopé avec des ions néodymes, donc
on le pompe optiquement dans ce cas-là. On n'a pas une décharge électrique comme le laser CO2, mais on envoie de la lumière, un peu comme le laser à rubis que je vous avais présenté précédemment. On fait de la lumière avec une lampe. Cette lampe, la lumière de la lampe est envoyée sur un cristal. Ce cristal-là est dans une cavité et on a un effet laser. Donc toujours le même principe, hein. Un multi-amplificateur, 2 miroirs et vous avez votre laser. Sauf que la façon de donner l'énergie est différente. Mais à la limite, ça, c'est pas très grave. Et bien ça, c'est très intéressant parce que ce laser-là, il émet à une longueur d'onde où l'absorption des matériaux est plus importante. À 1 micron, on sait faire des fibres optiques qui sont transparentes. Donc on peut véhiculer le laser par fibre optique. Par contre, le rendement est plus faible. Mais comme l'absorption est plus élevée, globalement, ce qui compte, c'est le rendement total, la puissance absorbée par rapport à la puissance électrique consommée. Et donc, c'est quand même assez intéressant. Là, je vous donne un exemple de laser néodymial pompé par lampe. Donc là, les deux lampes sont ici, enfermées dans une cavité, et les deux miroirs sont de chaque côté. Alors, ce laser-là fournit une puissance d'environ 700 watts, donc c'est énorme. Par contre, vous voyez, la puissance électrique consommée, elle est colossale, 32 kW. Pourquoi? Parce que le rendement, c'est 2%. Vous allez me dire, oh, 2%, c'est pas top. Oui, mais bon, comme ça émet à 1 micron et tout, donc ces lasers-là ont quand même été utilisés dans des cas où le laser CO2 devenait problématique comme utilisation. Mais on voit bien que ce problème de rendement global de 2%, c'est quand même pas terrible, parce que vous vous rendez compte, vous consommez une puissance électrique colossale pour fournir peu de faisceaux laser. Et alors ça, c'est lié à quoi? Bah, si je reviens un petit peu en détail, la lampe flash, elle émet une lampe un petit peu continue dans le visible. Vous voyez, elle éclaire un peu comme une lampe spectrale qu'on connaît. Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'ion néodyme, là, qui est l'élément actif, qui va absorber ce rayonnement, hein, et ben, lui, il absorbe des longueurs d'onde distraites. Vous voyez, ces pics-là, c'est des raies d'absorption, mais vous voyez, il y a des zones où il n'absorbe pas. Donc il y a de l'énergie lumineuse émise par la lampe flash, mais en fait, il ne sert à rien. Donc tout ça, ça contribue à baisser le rendement global. Ici aussi, vous voyez, par exemple, ici aussi. Donc, le rendement est faible, donc c'est pas terrible. Donc, pendant très longtemps, on n'a pas pu faire autrement. Et il est apparu dans les années 90-2000 la possibilité, en fait, de fabriquer non pas le rayonnement utile là, avec une lampe flash, mais avec ce qu'on appelle des diodes laser. Et en fait, on a réussi à choisir des diodes laser qui émettaient exactement en face, enfin exactement à une longueur d'onde qui correspondait à ce pic d'absorption-là. Ce qui a eu comme conséquence d'avoir en fait un rendement de pompage, un rendement laser global bien meilleur, puisqu'en fait tous les photons émis étaient réellement bien absorbés. Et ça a permis de développer une nouvelle génération de lasers, qu'on appelle des lasers à disque mince ou des lasers à fibre. Là, je vous montre un exemple de laser de la société Trumpf, une société allemande qui est leader dans le monde de l'usinage laser. Donc là, vous avez des disques qui sont absorbés. Et le gros avantage, c'est qu'on est passé de rendement de quelques pourcents à 25%. Donc on n'atteint pas 50%, mais on atteint 25%. Et 25%, ça devient intéressant parce qu'on est toujours à 1 micron et on est à des longueurs d'onde où le rayonnement est mieux absorbé par le métal. Donc il y a une autre génération de lasers qui sont des lasers à fibre. Là, vous avez une fibre optique. Donc au lieu que le rayonnement se fasse dans un cristal, là, il se fait dans une fibre optique. Et l'intérêt, c'est qu'on est toujours vers 1 micron et on sait faire des lasers. Donc le laser, il est dans cette boîte-là. Là, vous avez une fibre optique qui sort et la fibre optique, elle arrive, vous voyez le vert là, elle arrive juste sur la tête laser qui sert à l'usinage. Donc là, vous avez un transport beaucoup plus facile de l'ensemble. Et je vous ai montré une petite vidéo qui sert à vous expliquer un petit peu comment ça marche. Donc là, vous avez en fait le robot qui sert à manipuler le rayon laser, et le laser il est au fond. Et vous voyez, le laser, il va être focalisé sur une porte de véhicule. L'idée, c'est de souder les différents ensembles d'un véhicule. Donc là, c'est une porte. Et vous voyez que le principe, il est le suivant. Donc le laser, vous l'avez vu là. Donc le rayonnement arrive ici à travers la fibre optique. Il est envoyé sur le miroir qui réfléchit. Et là, vous avez en fait deux miroirs qui bougent, qu'on appelle un scanner. Et l'ensemble est focalisé. Et vous voyez que les deux scanners là vont permettre de fabriquer des découpes de formes très compliquées en bougeant les deux scanners ici. Et le robot, lui, suit la ligne directrice de l'ensemble des découpes qu'il faut faire ou du soudage qu'il faut faire. Donc vous voyez, le principe, il est le suivant. Et ça permet en fait d'aller beaucoup plus vite parce que vous êtes loin en fait, de la tôle. De par les propriétés du laser, vous pouvez vous éloigner un petit peu de la tôle, de la pièce à souder. Et ça permet en fait de rapidement souder l'ensemble. Vous voyez, donc ça, c'est évidemment, tout est programmé, tout est positionné et tout. Et donc, vous voyez, grâce à un robot, vous pouvez aller au-dessus, en dessous, sur le côté, et vous n'avez pas de contact non plus. Donc ça, c'est super important. Vous n'avez pas de contact, et vous ne soudez que d'un côté. C'est l'autre technique qui permet de souder
des portes, c'est de venir avec ce qu'on appelle du soudage électrique. C'est-à-dire que vous envoyez une décharge électrique entre deux doigts, vous avez un plus et un moins, le doigt arrive ici, se ferme, et vous envoyez un courant électrique, vous avez une résistance qui apparaît dans le métal, et cette résistance fait chauffer le métal et ça soude. Le problème, c'est que vous êtes obligé d'encadrer la zone à souder. Donc vous êtes obligé de vous approcher très près de la portière, par exemple, comme vous avez vu, et de venir de chaque côté. Alors qu'avec un laser, vous êtes loin et vous n'êtes que d'un côté. Donc vous pouvez aller souder des pièces plus compliquées sans problème. Et je me rappelle, moi j'ai suivi une conférence d'un ingénieur de Toyota qui disait qu'en fait le soudage laser, ça lui permettait en fait de partir de pièces beaucoup plus compliquées et de limiter le nombre de pièces à souder parce qu'on était capable de souder dans les coins, enfin, je dirais, ou profondeur. Et il prenait l'exemple des haillons de voiture qui étaient le nombre de pièces avait été divisé par 2 grâce au soudage laser par rapport au soudage électrique parce qu'on était capable d'aller souder dans les coins en fait. Alors que le soudage électrique nécessite l'arrivée d'une mâchoire proche de la zone à souder. Bon, je vais arrêter parce que après c'est toujours pareil. Hein. Mais vous voyez, des lasers comme ça, il y en a des centaines dans toutes les usines de fabrication de lasers, de véhicules en fait. Hein. Et ça remplace les soudures et tout, donc c'est assez colossal. Donc en fait, ce qu'il faut dire, c'est que les lasers, quand vous êtes capable de mettre des dizaines de lasers, des centaines de lasers dans des usines, il faut absolument avoir un degré de fiabilité, un degré de fonctionnement très très stable, important, parce que c'est plus des lasers qui sont dans des environnements très très aseptisés. Hein, on est dans des usines, donc il faut quand même y aller fort. Et en fait, ces lasers-là, en fait, les lasers de puissance, ils ont d'autres applications. Là, je vous vais montrer en fait les applications dans le militaire. Alors, on va faire une digression, là, on va partir de l'industrie, on va aller chez les militaires. Et à quoi ça sert les lasers chez les militaires? Ben, les lasers, ils servent à faire ce qu'on appelle des désignateurs, par exemple. Première application, on peut avoir des désignateurs laser, des illuminateurs laser. En gros, quand vous envoyez une bombe, vous avez envie que la bombe ou le missile, il arrive à une zone précise et pas ailleurs. Ce qu'on appelle aussi en jargon militaire de communication des frappes chirurgicales. Oui, vous avez tous entendu parler des frappes chirurgicales, parce qu'on tape un pont, mais on ne tape pas à côté. Et ça, pour guider le missile, eh ben, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie un laser qui illumine la zone à détruire, et le missile se fixe, se verrouille sur la zone illuminée et se dirige directement. Alors le laser, il peut être soit sous l'avion, il peut rester sous l'avion, l'avion désigne, le pilote désigne, comme dans un joystick, tu sais, une PlayStation, il désigne la cible, il envoie le laser, ensuite il envoie la bombe et il verrouille l'ensemble. Soit ça peut être un fantassin qui est envoyé proche, qui lui désigne avec un laser portable la zone. Soit ça peut être, il y a même des cas où le laser il est dans la bombe. Alors ça, l'intérêt c'est que le marchand laser il est content parce que chaque fois qu'il y a une bombe qui est envoyée, le laser il est détruit aussi. Donc c'est bon, donc il y a du consommable là. Ça c'est une première version d'utilisation des lasers. Alors il y a une deuxième version d'utilisation des lasers, c'est un peu plus actif, c'est le laser lui-même qui détruit les choses. Et là vous avez un exemple de véhicule américain sur lequel il y a monté une tourelle avec un laser. Et ils ont déployé ce type de véhicule en Irak pour aller détruire les bombes artisanales qui étaient destinées à exploser quand ils passaient. Donc ils les voyaient de loin, et ils envoyaient un coup de laser, ça chauffe, c'est le même principe, ça chauffe, ça détruit, et ensuite ils sécurisent la zone. Et ça peut être aussi déployé sur un champ de bataille où vous avez des petites roquettes qui sont envoyées. En Israël, par exemple, il y a énormément de travaux, parce que malheureusement, il y a le conflit israélo-palestinien, et il y a souvent des roquettes d'Israël qui arrivent, enfin des roquettes palestiniennes qui arrivent en Israël. Et ils ont déployé ce genre de technologie pour essayer de combattre, parce que c'est très directif et très, très intéressant. Alors une autre application que les Américains ont développée pendant plusieurs années, c'est de mettre carrément un laser dans un avion. Donc c'est ce qu'on appelle le airborne laser. Donc vous prenez un Boeing 747, c'est le plus gros avion qu'ils avaient à l'époque. Depuis, on a fait la 380, mais il n'est pas américain. Donc ils ont pris le 747 et ils ont construit un laser qui rentre dans le Boeing 747. Et le but, en fait, c'était d'aller faire voler des avions au-dessus des États-Unis et détecter l'arrivée de missiles envoyés par l'ennemi. Je ne vous dis pas le nom de l'ennemi, mais vous avez compris. Et en fait, l'idée, c'était de détecter le missile lors de sa phase de décollage et d'éclairer, détecter déjà la trajectoire, anticiper la trajectoire et d'envoyer un gros laser chimique
qui émet à 1,3 micron dans le proche infrarouge, et avec une puissance, alors c'est un peu classifié, mais on est sûr que c'est quelques mégawatts continus, pour en fait être absorbé et détruire le missile, la zone où il y a le carburant de propulsion du missile, en fait, de manière à ce qu'il explose en vol. Alors ça, c'est un projet qui dure depuis un grand bout de temps. Alors, il y a eu des essais, depuis il y a eu aussi une détente entre les Américains et l'Union soviétique, parce que c'était à l'époque de la guerre des étoiles, ce qu'on appelle la guerre des étoiles, Star Wars. Et donc il reste des travaux, et ces travaux-là sont réutilisés pour développer d'autres types de missiles, d'autres types de lasers antimissiles. Et là, je vous montre juste quelques... Alors c'est des vues d'artistes, mais pas complètement. Donc là, ils envisagent de mettre pas mal de lasers sur des bateaux, ce qu'on appelle les Navy lasers. Et donc vous avez un gros laser qui est ici, une grosse optique qui envoie le laser. Et là, vous avez un exemple de drone, de véhicule non habité, qui est détruit en vol par un laser de puissance monté sur un bateau. De manière à... Alors toujours pareil, c'est l'absorption. C'est l'absorption, donc vous détruisez les fonctions vitales du drone, et puis après le drone, il s'écrase. Donc vous voyez, donc, il y a pas mal d'applications, donc civil, c'est le gros marché, puis les militaires regardent ça avec intérêt, parce qu'il y a une certaine directivité qui est très intéressante par rapport à d'autres technologies. Et puis il y a aussi le fait que, ce que je n'ai pas dit, mais qui pour moi semble évident, c'est que la lumière laser voyage à la vitesse de la lumière. Donc c'est instantané, donc vous détectez à 100 km quelque chose, vous envoyez le laser, c'est instantané, quoi. Alors que si vous envoyez un missile et tout ça, ça prend du temps pour y aller. Donc c'est ça le gros intérêt. Hein. Non seulement vous arrivez à concentrer la lumière, mais vous arrivez aussi à aller directement intercepter avant que le missile arrive sur vous, quoi. Donc c'est quand même intéressant. Bien. Donc maintenant, je vais passer à un autre type de laser, qui sont des lasers de forte puissance crête. Et je vais vous montrer d'autres types d'applications, où là, on utilise le fait que les impulsions, enfin que la lumière n'arrive pas en continu, mais elle arrive par paquet. Et pourquoi c'est intéressant qu'elle arrive par paquet? C'est parce qu'on a d'autres processus de décapage, enfin d'autres applications d'interaction laser-matière qui apparaissent. Alors, quel intérêt? Alors, je vais faire la différence entre un laser continu et un laser impulsionnel. Donc, un laser continu, c'est quoi? C'est un laser toujours pareil. Hein. J'ai mon million de lasers, j'ai mes deux miroirs. Donc, je donne une énergie et le rayonnement est mis en laser. Et est mis en continu si l'énergie est donnée en continu. Si j'arrête l'énergie, si je tourne l'interrupteur, le laser s'arrête. Donc, une puissance, si ce laser émet une certaine puissance P, l'énergie E, vous savez que l'énergie, c'est la puissance fois le temps. Donc, par exemple, si une énergie de 1 joule est produite avec un laser de 1 watt pendant 1 seconde. Oui, donc ça, c'est facile. Donc, si vous voulez plus de puissance, il faut plus d'énergie. Donc, c'est linéaire. Maintenant, imaginez que dans le milieu laser, je continue à donner l'énergie au système et je mette un interrupteur optique. Je ne dis pas comment, parce que c'est un peu compliqué, mais en mettant cet interrupteur optique dans la cavité laser, je vais pouvoir grouper les photons par paquet et je vais produire un rayonnement impulsionnel. Donc un rayonnement impulsionnel, c'est quoi? C'est une impulsion de lumière, vous voyez, qui arrive tous les t secondes et dont la largeur temporelle vaut delta t, delta tau, ici. Alors vous voyez que si tous ces photons-là ils étaient répartis continuellement, j'aurais une certaine puissance, qu'on appelle la puissance moyenne, hein, si j'intègre tout ça. Par contre, si je regarde la puissance instantanée ou la puissance crête, elle peut être beaucoup plus importante, beaucoup plus grande que la puissance moyenne. Hein, puisque je n'émets pas de photons pendant très longtemps, et à un moment, paf, j'émets tous les photons d'un coup. Donc vous comprenez bien que si delta tau est tout petit par rapport à t, je vais avoir la puissance crête qui augmente. Hein, c'est assez logique. Alors, deux paramètres. Donc la puissance crête, c'est bien l'énergie des photons divisé par la largeur temporelle pendant que les photons sont émis. Et la puissance moyenne, c'est l'énergie des photons, mais divisée par le temps entre les impulsions. Donc, ce qui est remarquable, c'est que je peux avoir une faible puissance moyenne et une forte puissance crête. Alors, comment? En ayant une durée d'impulsion courte. Hein. Typiquement, je prends un laser qui produit des impulsions pendant une durée d'1 nanoseconde. Donc, 1 nanoseconde, c'est 10,9 secondes. Qu'est-ce qui va se passer? Si l'énergie vaut 1 joule, la puissance crête, ça va être 1 joule divisé par 10-9, ça fait 10 puissance 9, ça fait 1 gigawatt. Donc 1 gigawatt, c'est énorme, c'est colossal. Par contre, c'est seulement pendant 1 nanoseconde, c'est pas en continu, évidemment. Et
comme si je les émets 1 joule pendant 1 seconde, eh ben, j'ai toujours une puissance d'1 watt. Donc j'ai en moyenne 1 watt, mais par contre, instantanément, j'ai 1 gigawatt. Et ça va être intéressant parce que ça va permettre de faire des choses nouvelles, comme par exemple le décapage. Donc avec des lasers, on sait décaper. Alors comment ça se passe? Ben, vous prenez votre rayon laser, vous l'envoyez sur une couche à décaper. Imaginez que la couche noire là, soit une couche à décaper. Et ben, le matériau de la couche à décaper absorbe le rayonnement, mais absorbe instantanément. Qu'est-ce qui va se passer? On va créer un plasma. Alors, je ne sais pas si vous avez, je sais que la plasma, c'est un nuage d'ions, de particules ionisées. Donc c'est un état de la matière différent. Et ce plasma, en fait, il n'a qu'une envie, c'est de se détendre, parce que comme on a des particules qui sont ionisées, par exemple positivement, parce qu'on a arraché les électrons. Alors comment on a arraché les électrons? Parce qu'on avait une puissance très élevée, donc on est capable d'avoir des puissances supérieures aux énergies de liaison qui lient les électrons au noyau des atomes. Donc en fait, on arrache tous les électrons autour de l'atome, il reste l'atome sans ses électrons, donc il est chargé positivement. Et s'il est chargé positivement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il a envie, deux particules chargées positivement se repoussent. Et ces deux particules se repoussant, eh bien, le plasma a envie d'augmenter de taille. On dit on a une détente. Et donc ça va augmenter de volume. Et comme ça va augmenter de volume, il va y avoir une onde de choc et ça va décaper, ça va arracher en fait, les particules qui sont déposées sur la plaque qui, elle, n'absorbe pas. Et ça va expulser l'ensemble. Alors, c'est intéressant, mais il faut. Alors, typiquement, les lasers qu'on utilise, c'est des lasers néodymiales qui délivrent des impulsions assez courtes, vous voyez, 10 nanosecondes, donc 10-8 secondes, avec une énergie relativement modeste, mais qui font une puissance très élevée. Donc, c'est la puissance très importante. Et à quoi ça sert? Eh bien, comme je vous disais, ça sert à décaper. Vous voyez, par exemple, vous pouvez décaper de la colle, de la peinture, de l'oxyde de fer, de la rouille, en fait. Et une autre application qui est moins développée, mais qu'on comprend bien, c'est que vous pouvez décaper des statues. Par exemple, Notre-Dame de Paris, vous savez, elle est pleine de statues sur le fronton devant, mais il y a aussi beaucoup de pollution à Paris, du carbone, puisque c'est de la pollution industrielle. Et donc, les statues se recouvrent de pollution qui est du noir de carbone, c'est tout noir. Et bien, comment on fait pour décaper ça? Le problème, c'est que ces statues, c'est des œuvres historiques, des œuvres d'art, et on ne peut pas les décaper en prenant le risque de décaper la statue elle-même. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie un laser, et le laser, en fait, est absorbé, le rayonnement laser est absorbé par le noir de carbone, et vous avez un décapage très précis de la pollution, sans altérer la pierre, parce que la pierre, elle est plutôt blanche ou jaune, et donc l'absorption est très différente. Donc il y a un différentiel d'absorption qui fait qu'une fois que vous avez décapé la salissure, le noir de carbone, ben, c'est auto-protégé. Donc en fait, l'opérateur vient avec son laser, donc là vous avez un laser qui est ici, soit par fibre optique, soit par un jeu de miroir, et il vient focaliser sur la pierre qui est salie, et il vient envoyer son laser. Alors c'est un peu fastidieux comme décapage, parce que vous voyez tout Notre-Dame et vous avez un laser qui fait 1 cm de diamètre, vous êtes obligé de décaper 1 cm par centimètre, ça prend du temps. Alors on réserve ce décapage aux zones qui sont avec des statues. Quand c'est des murs plans, ce qu'on prend c'est du sablage. Ce qu'on appelle le sablage, c'est qu'on prend de l'eau sous pression, on met du sable pour être abrasif, et on décape parce que là il y a moins de risque de faire une fausse expérience. Le gros intérêt comme je disais, je répète, le décapage, il est auto-limitant, c'est qu'il est auto-protégé par le processus, et que si l'opérateur s'endort en face de la statue, c'est pas grave, quoi. Il ne décapera pas la statue, il ne fera pas un trou dedans. Ça, c'est intéressant. Alors, il n'y a pas que les statues qu'on décape. Hein. Là, je vous montre un exemple de décapage de peinture. Vous voyez, c'est Audi qui fait ça, et on voit le laser qui est baladé ligne par ligne, et vous voyez le décapage qui apparaît. On arrive à soulever la poussière, pas la peinture, je ne sais pas exactement ce que c'est. Et là, vous allez voir un zoom, et vous voyez que quand l'impulsion passe, vous voyez, on voit bien l'arrachement en fait, de la couche. Donc évidemment, c'est un peu fastidieux, donc on réserve ça à des zones qui ne sont pas très, très grandes, mais oui, ça se passe comme ça. Une autre application de ces lasers impulsionnels, c'est le décapage des moules de pneumatiques. Alors vous savez, vous avez une voiture, il y a des pneus. Les pneus servent... il y a des rainures sur les pneus
qui servent à évacuer l'eau lorsqu'il pleut. Sinon, vous faites de l'aquaplaning et vous passez dans le décor. Donc, ces rainures-là, elles sont super compliquées et super précises. Et comment on les fabrique? Eh ben, on prend des moules, on met le caoutchouc et on vient presser le moule contre le pneu et on vient imprimer les rainures dans le pneu. Mais au bout d'un moment, le moule s'encrasse. Donc il reste des salissures à l'intérieur et qui dégradent en fait la qualité des rainures imprimées. Et ben, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un laser. Alors on peut le faire, on prend un laser et comme précédemment, on joue sur le différentiel entre le caoutchouc qui est noir et le moule qui est blanc. Et vous voyez, le laser, il vient décaper l'ensemble. Là, c'est un extrait d'un moule, mais vous voyez, le moule, il est en positif. Et vous voyez que ça peut être soit manuel, soit automatique. Et vous voyez, on décape réellement toutes les traces de salissure qui permettent en fait de retrouver un moule identique. Et le moule, en fait, il n'est jamais usiné lui-même parce que le moule, il est en acier qui est blanc et qui réfléchit pas mal la lumière. Et donc, on voit bien le différentiel d'absorption entre le moule décapé et le moule qui était encrassé. Donc, voilà. Alors, une autre application des lasers impulsionnels, c'est dans l'industrie du photovoltaïque. Donc, vous savez qu'il y a une tendance à développer des panneaux photovoltaïques, mais ces panneaux-là, il faut les découper, il faut les texturer, il faut les souder ensemble. Et on utilise énormément de lasers pour toutes ces étapes de mise en forme des panneaux photovoltaïques. Et par exemple, on les découpe, parce qu'ils sont montés sur du verre, et on découpe le verre avec des lasers. Et on texture aussi le panneau pour augmenter l'absorption. Parce que l'objectif, c'est que tous les photons émis par le soleil soient absorbés. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on multiplie la surface équivalente en texturant le panneau, de manière à ce qu'il y ait une sorte de surface équivalente beaucoup plus élevée, importante, et cette surface équivalente va augmenter le rendement d'absorption, donc le rendement global des panneaux photovoltaïques. Vous voyez. Et donc ça, c'est fait avec des lasers, différents types de lasers. On isole aussi, parce qu'on les soude. Enfin bon, il y a plein d'applications. Donc il y a énormément d'applications de ces lasers-là dans l'industrie du photovoltaïque. Là, je vous donne qu'un extrait, mais il y en a énormément. Alors une autre application de ces lasers-là, la fiabilité des lasers est telle qu'on est capable de les envoyer sur Mars, enfin dans l'espace, mais sur Mars en particulier ici, pour faire des expériences. Alors évidemment, c'est des lasers automatiques, hein, tout est piloté automatiquement. Et là, je vous montre un premier exemple de laser qui a été utilisé sur un satellite qui était en orbite autour de Mars. Et donc, ce qu'on fait, l'objectif, c'était de cartographier la surface de Mars. Essayer de savoir s'il y avait des montagnes ou des vallées. Et donc, l'idée, enfin, la technique, ça a été de prendre un laser dans un satellite, le faire tourner autour de Mars, et d'envoyer une impulsion laser sur le sol de Mars. Une partie de cette lumière envoyée par le laser est réfléchie, et on fait simplement de la télémétrie laser en prenant en compte la vitesse de la lumière. Donc on sait qu'une impulsion voyage à la vitesse de la lumière, 300 000 km par seconde. Cette impulsion, on la prend suffisamment courte pour avoir une échelle de temps bien précise. Donc on déclenche un chronomètre quand l'impulsion est envoyée. On arrête le chronomètre quand l'impulsion revient. Enfin, il y a un petit peu de photon qui revient, mais on essaie de détecter. Et on mesure le temps, on divise par la vitesse de la lumière, et on a la distance satellite surface de Mars. Comme on connaît très bien la position du satellite, eh bien on cartographie la surface de Mars très précisément. Et pendant 2 ans, 3 ans, il y a un satellite qui est tourné autour de Mars pour cartographier complètement la Mars, de manière à prévoir des zones d'atterrissage d'autres véhicules pour d'autres missions martiennes différentes. Alors, une de ces missions, c'est la mission Mars Science Laboratory. Vous savez qu'on a envoyé des petits rovers sur Mars. Hein, les petits rovers, il y a Mars, il y a Opportunity, il y a Spirit, Opportunity, et il y en a d'autres qui sont en train d'envoyer, et il y en a un qui est en train de partir. Enfin, non, il est en train d'arriver. Enfin, il est en cours. Donc, il est parti en novembre, et il arrivera en août. Parce que Mars, c'est pas tout près, donc il faut quand même 6 mois un peu pour y aller. Et encore, on choisit le moment où Mars sera proche de la Terre pour l'envoyer. Parce que Mars, donc en fait, le rendez-vous, c'est tous les 2 ans. On a une fenêtre d'1 mois à peu près. Si on n'est pas capable d'envoyer le satellite, enfin la mission vers Mars dans le mois qui vient, il faut attendre 2 ans, parce qu'il faut qu'il revienne, il faut que Mars revienne prêt, sinon ça prend trop de temps. Donc là, on a loupé un tour, donc on a attendu 2 ans, on a envoyé, et le 26 novembre, il y a une mission qui est partie, dont le but,
dont l'un des buts, enfin, dont le but global, c'est d'étudier Mars, enfin, la vie sur Mars, s'il y a possibilité de vie, enfin, il y a plein de buts. Et sur le petit rover, il y a un laser, on a mis un laser, pour faire de l'analyse des roches martiennes. On aimerait bien savoir précisément comment sont constituées les roches martiennes. On le sait à peu près, mais on aimerait bien voir ça en détail. Alors, il y a deux solutions. Soit vous envoyez une mission sur Mars qui prend des morceaux de Mars, des cailloux, et qui renvoie sur Terre. Mais ça, c'est compliqué, hein, parce qu'il faut envoyer puis revenir. Soit on est capable d'envoyer un laboratoire d'analyse sur Mars pour analyser, et on renvoie les données sur Terre. C'est quand même plus simple. Sauf qu'il faut faire un laboratoire d'analyse sur Mars, automatique et tout. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc, et on utilise ce qu'on appelle la technique LIPS, c'est Laser Induced Breakdown Spectroscopy. En gros, on va faire un plasma. On va faire un plasma, donc on va envoyer un laser impulsionnel, donc c'est pour ça que je vous le mets dans, je vous en parle. On envoie un laser impulsionnel, on crée un plasma sur une roche, et ce plasma-là va créer de la lumière, je ne dis pas comment, enfin, il y a toujours de la lumière associée au plasma, et ce plasma-là, émettant de la lumière, on va récupérer cette lumière par le robot, et on va analyser cette lumière, et cette lumière, en analysant finement, on va savoir exactement que ça correspond à une trace d'aluminium, une trace de manganèse, une trace de fer, enfin bon, il y a les différents constituants primaires seront détectés grâce à cette analyse spectroscopique du rayonnement émis par laser, enfin par plasma créé par laser. Donc vous voyez, il y a tout un consortium, rien que pour faire cet instrument qu'on appelle le ChemCam. Il y a déjà pas mal de gens qui ont travaillé, hein, le CNES évidemment, le CNES en France, Thales a fait de laser, le CEA, pas très loin d'ici, enfin bon, il y a plein de laboratoires. Et donc l'idée, c'est de prendre un laser, l'envoyer sur une roche de Mars, récupérer ce rayonnement et l'envoyer sur ce qu'on appelle des spectromètres. En gros, c'est comme si vous mettiez un prisme et vous analysiez la lumière émise comme quand on analyse le soleil à travers un prisme. Oui, c'est ça. Tout ça, ça se fait sur le petit robot. Alors j'ai une vue un peu plus détaillée du robot. Donc vous voyez, là, vous avez le laser, il est ici. Donc vous avez le laser qui fonctionne, qui émet de la lumière. La lumière est recollectée et le laboratoire d'analyse, il est à l'intérieur, au milieu de plein d'autres laboratoires. Parce que quand on envoie une mission sur Mars, on ne va pas envoyer seulement un laser. On va envoyer le plus possible de choses. Donc ce truc-là, il est quand même assez gros. Hein. Il fait 150 à 200 kg. Donc c'est assez gros. Hein. Il est comme ça. Les premiers qu'ils ont envoyés, c'était tout petit. Mais maintenant qu'ils savent le faire, donc ils ont envoyé des gros. Et donc le problème, c'est que le kilo envoyé sur Mars, c'est un peu cher. Vous voyez, c'est pas donné. Donc en fait, il fallait faire un laser le plus petit possible et qui consommait le moins d'énergie possible parce qu'il y a quelques panneaux solaires sur le rover, mais il y a beaucoup d'instruments à piloter. Et une question? Non, d'accord. Je vais le bras, mais c'est pas ça. Donc il fallait que le laser soit à la fois tout petit, parce que pour décoller, ça coûte énormément d'argent, et qui consomme le moins de puissance électrique possible. Et donc Thales a développé ce laser-là. Donc ça, c'est une vue éclatée du laser. Donc c'est un schéma du laser, et ça, c'est le vrai laser. Donc c'est une espèce de cylindre qui fait 0,5 litres et 0,5 kg, qui ne consomme même pas 10 watts. Et en fait, il envoie des rafales de laser, d'impulsion laser qui font 8 nanosecondes avec 25 millijoules. Ils ont calculé que comme ça, ils pouvaient analyser à 10 mètres à peu près une roche et récupérer le signal et tout ça. Et ça a été un challenge pour Thales qui était incroyable. Parce qu'ils avaient un premier laser qui, globalement, faisait les mêmes performances, mais 10 fois plus lourd et 10 fois plus gros. Donc ils ont dû réduire d'un facteur 10 l'encombrement et le poids, tout en sachant qu'il n'y aurait jamais un réparateur qui ira avec sur Mars pour le réparer si jamais il y avait un problème. Donc il y a des facteurs de sécurité qui sont importants à mettre. Donc quand je vous disais qu'un laser, c'est un mélange de physique fondamentale, mais aussi d'ingénierie, là, la partie ingénierie, elle a pris le pas sur la physique fondamentale, parce que les principes étaient connus. Simplement, il fallait fiabiliser l'ensemble. En particulier l'atterrissage, le décollage, tout vibre à l'intérieur. Donc il faut que tout soit encore aligné une fois que c'est décollé et que ça a atterri sur Mars. Si ça vous intéresse, allez sur Internet, vous faites Mars Science Laboratory, et il y a des vidéos qui montrent comment le rover va atterrir sur Mars. C'est assez rigolo, parce qu'il commence avec des ballons qui freinent, des parachutes. Ensuite, il y a même des rétrofusées. Il enlève une partie de coque de protection. Enfin, c'est un vrai mécano. Hein. Je ne sais pas, le mec qui a inventé ça, je pense qu'en ce moment, il doit se faire un peu du mouron, parce que comme le truc il est en train de partir et qu'il ne peut plus rien faire, je pense que le jour où le rover atterrira et fonctionnera et on verra, OK, je suis bon,
il fera un gros ouf de soulagement, hein, parce que c'est assez compliqué. Mais vous voyez, ça vous montre un peu le degré de fiabilité qu'on a atteint avec les lasers. C'est qu'on est capable d'en envoyer sur Mars à 6 mois. Et les lasers là, ils ont été fabriqués il y a déjà 5 ans. Parce que tous les processus d'intégration, quand vous faites une mission, elle dure à peu près 10 ans, entre le moment où vous avez décidé de la faire et le moment où vous l'envoyez. Donc les lasers ont été fabriqués à peu près il y a 5 ans, et ils ont été intégrés au Jet Propulsion Laboratory à Pasadena, et ensuite mis dans le rover mis dans la fusée était à décoller. Enfin, bon, c'est assez compliqué. Bien, alors je vais continuer, je vais terminer mon exposé en vous parlant de lasers femtosecondes, qui sont en fait des lasers toujours impulsionnels, mais qui délivre des impulsions encore beaucoup plus courtes. Alors c'est quoi une impulsion femtoseconde? Ben, c'est un événement de lumière qui est très court, et là je vous ai mis un graphe qui vous montre un petit peu. Alors l'échelle c'est la seconde. Donc une impulsion qui fait à peu près 100 femtosecondes, elle est aussi courte que l'âge de l'univers est grand par rapport à une seconde. Donc en gros, on est plutôt à 10 puissance 17 secondes depuis que l'univers depuis le Big Bang. Et là, on est un petit peu moins, disons 10 puissance 13, 10 puissance 14 secondes dans un événement de 100 femtosecondes, 10 puissance moins 13. Alors, vous savez que la vitesse de la lumière, elle parcourt 8 fois le tour de la Terre en une seconde. Alors pour vous montrer comment une impulsion femtoseconde est courte, c'est qu'en 100 femtosecondes, elle ne parcourt que 30 microns, l'épaisseur d'un cheveu. À la vitesse de la lumière, elle ne parcourt que 30 microns. Donc ça vous donne une idée de l'extrême brièveté de ces impulsions laser qu'on est capable de fabriquer. Alors à quoi ça sert? Ben, il y a deux aspects qui sont intéressants. Il y a l'aspect temporel, l'aspect brièveté. Alors l'aspect brièveté, on l'utilise en fait un peu comme le stroboscope. Vous savez que le stroboscope, en fait, c'est quelque chose qui permet en fait de figer un événement parce qu'on l'éclaire avec un flash lumineux qui est beaucoup plus court que le déplacement moyen de l'événement. Et ben, ça, c'est pour décomposer, par exemple, un mouvement d'un golfeur. Vous allez l'éclairer avec des flashs lumineux très courts, et vous allez prendre des photos instantanément, très rapprochées, et vous allez pouvoir décomposer le mouvement très précisément, alors que si vous le filmez normalement, vous ne voyez rien du tout, parce que tout se passe. Et ben, en changeant d'échelle temporelle, on peut faire la même chose avec les réactions chimiques. Les réactions chimiques se passent environ, parfois en quelques picosecondes. Et ben, il fallait des événements plus brefs pour les analyser. Et c'est ce qu'on appelle la chimie ultra rapide. Et ça a valu à Ahmed Ziouel le prix Nobel de chimie il y a 13 ans. Pour ses travaux, en utilisant des lasers femtosecondes, il a étudié des réactions chimiques, comment les réactions chimiques se passent et tout. Par exemple, si vous prenez, vous savez, quand vous respirez, vous fixez de l'oxygène, et cet oxygène, elle est fixée sur l'hémoglobine. Et l'hémoglobine, en fait, il y a un atome de fer qui s'oxyde. Et ben, cette fixation de l'oxygène par l'hémoglobine, elle se passe en quelques picosecondes. Et on l'a étudié grâce à des lasers femtosecondes pour voir le processus, parce que ce n'est pas aussi simple qu'on croit, ce n'est pas simplement un atome d'oxygène qui arrive, enfin, il y a plein de processus intermédiaires qui arrivent. Et tout ça, on l'a pu le suivre grâce à des lasers femtosecondes ultra rapides. Alors ça, c'est l'aspect temporel, donc vous voyez, l'intérêt, c'est de faire des impulsions très courtes, mais l'autre intérêt, comme pour les lasers nanosecondes, quand vous avez des impulsions très courtes, vous avez des puissances très élevées. Et là, vous avez des puissances très élevées, parce que si vous prenez l'exemple, par exemple, d'un joule, toujours mon impulsion d'un joule, si l'impulsion fait 1 gigawatt pour une impulsion d'une nanoseconde, si maintenant je prends une impulsion de 25 femtosecondes, je fais 40 terawatts. Alors, 40 terawatts, vous allez me dire, mais c'est quoi terawatt, c'est quoi? Ben, c'est une puissance très élevée. Juste pour information, une centrale nucléaire, ça délivre une puissance de 1,5 gigawatt max. Mais la différence, c'est que la centrale nucléaire, elle émet continuellement les 1,5 gigawatts. Là, nous, on va faire beaucoup plus élevé, beaucoup d'ordre de grandeur supérieur, mais simplement pendant un temps extrêmement bref. Hein, parce qu'il ne faut pas rêver, on ne fait pas des centrales nucléaires. Et donc ça, c'est très intéressant, parce que lorsque vous allez prendre ces impulsions de forte puissance crête, hein, et pas puissance moyenne, forte puissance crête, que vous allez les focaliser, vous allez, évidemment, comme vous êtes capable de focaliser un faisceau laser sur une toute petite diamètre d'1 micron cube, et qu'en plus, vous avez une puissance très élevée, vous allez avoir des champs électriques qui sont tellement intenses que vous allez avoir la capacité d'enlever tous les électrons autour d'un atome, et vous allez faire des plasmas, et on crée des particules, donc il y a plein d'applications. Et donc ça, c'est super intéressant, parce que c'est tout un champ d'interaction laser-matière qui sont extrêmement brefs. Mais je vais revenir à mon usinage, parce qu'il y a plein d'applications qui sont utilisées en physique. Moi, je vais revenir à mon usinage. Pourquoi les lasers femtosecondes servent à l'usinage? Eh bien parce qu'en fait, on fait ce qu'on appelle du micro-usinage athermique. C'est-à-dire que vous prenez une impulsion brève
et vous avez un champ électrique tellement élevé que lorsque vous focalisez cette impulsion dans un matériau, et ben, cette impulsion va, comme je vous disais, enlever tous les électrons autour de l'atome, créer des ions positifs. Et ces ions positifs, ils n'ont qu'une envie, c'est de s'éloigner les uns des autres, parce que deux particules chargées positivement s'éloignent, comme deux aimants, comme deux bouts d'aimants chargés positivement. Et ben, donc vous avez éjection de la matière. Vous allez me dire, ok, c'est de l'usinage. Ouais, mais ce n'est pas le même usinage que je vous ai dit. Précédemment, je vous avais dit, on absorbe le rayonnement, on chauffe, on élève la température et on fond. Là, je n'ai pas d'effet thermique. C'est ce qu'on appelle de l'usinage athermique, parce qu'en fait, je ne donne pas de l'énergie au système, je donne que de la puissance traite. Je donne que un champ électrique. Vous allez me dire, à quoi ça sert? Ben, je n'ai pas d'effet thermique. Vous allez dire, oui, mais pourquoi ça sert, à quoi ça sert de ne pas avoir d'effet thermique? Eh ben, ça sert à faire ça, par exemple. Vous voyez, je découpe une plaque de métal avec une impulsion longue, que j'appelle longue, entre guillemets, parce qu'elle fait quand même 10 nanosecondes, par rapport à une impulsion femtoseconde, courte. Vous voyez que là, je suis obligé de mettre beaucoup plus d'énergie, et j'ai ce qu'on appelle, en jargon, des effets collatéraux. C'est-à-dire que j'ai un changement de matière de chaque côté qui va apparaître. Vous voyez, donc la découpe n'est pas propre, en gros. Alors que la découpe en femtoseconde, elle est super clean, parce que je n'ai pas mis d'énergie, donc je n'ai pas modifié le matériau juste à côté de la découpe. Donc j'ai des bords très très nets. Et plus l'impulsion diminue en durée, plus c'est net. Oui, donc, et je ne donne toujours pas d'énergie au système. Alors vous allez dire à quoi ça sert? Eh bien, ça sert à faire de la découpe, je dirais moi, ça sert à faire de la dentelle. Vous voyez, quand vous découpez des choses qui sont toutes petites, là par exemple une grille en microélectronique, vous voyez, ça fait 20 microns et c'est très très mince. Donc en fait, c'est super compliqué à faire, parce que si vous avez un petit peu de thermique, vous pouvez modifier la structure, vous la déformer. Un autre exemple, ça c'est ce qu'on appelle un stent. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Quand vous avez une accumulation de graisse dans une artère, vous avez un rétrécissement de l'artère et vous pouvez avoir des gros problèmes jusqu'à avoir une attaque cardiaque, par exemple, parce que vous avez le flux sanguin qui ne passe pas. Donc, quand on sent que vous avez ce problème-là, ce qu'on vous met, c'est des ressorts, ce qu'on appelle des stents, qu'on contracte, qu'on envoie dans l'artère et qu'on laisse se dilater à l'endroit où il y a un rétrécissement pour augmenter artificiellement le diamètre de l'artère et laisser passer le flux sanguin. Et bien, vous voyez, c'est une espèce de truc qui ressemble à ça. Vous voyez, il y a plusieurs exemples là. Donc, c'est une espèce de ressort tout compliqué qu'on comprime, qu'on envoie dans l'artère et qu'on lâche à l'endroit où il faut. Et bien, ça se fabrique. Il y a plusieurs techniques, mais en femtoseconde, ils ont réussi à en faire qui était de très bonne qualité parce qu'ils ont réussi à découper à partir d'un cylindre, ils ont enlevé plein de matière partout, et ils ont retrouvé cette structure-là, et qui est une sorte de maillage très très complexe, avec des dimensions qui sont très petites, là, vous voyez, ça fait même pas 20-30 microns, là. Et grâce au laser femtoseconde, qui ne donne pas d'énergie, ça permet de faire ce genre de choses-là. Un autre intérêt, c'est qu'il y a des travaux qui se développent actuellement pour faire de la lutte contre la contrefaçon. Vous savez que, par exemple, vous achetez une bouteille de parfum, et la bouteille de parfum, en fait, c'était pas le parfum qu'il y avait dedans parce que c'est de la contrefaçon. Et bien ça, les produits, il faudrait avoir une traçabilité. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'on est capable, en prenant une impulsion femtoseconde, quand on la focalise à l'intérieur d'un matériau, on est capable de modifier localement le matériau sans créer des micro-fissures ou des micro-craquelures qui fragiliseraient le matériau. Et donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on grave dans le matériau, mais en interne, en volume, à l'intérieur, un code barre unique, un code barre en 2 dimensions, hein, et qui permet en fait de suivre le produit complètement tout le long de la chaîne de fabrication. Et là, vous avez par exemple une seringue avec un valsin à l'intérieur, et chaque seringue, il y a un code barre qui est gravé dans le volume, donc qui n'a pas de contact avec le valsin, donc il n'a pas du tout d'action délétère, et qui ne peut pas s'enlever non plus en frottant. Enfin, vous voyez, c'est vraiment à l'intérieur, le marquage à l'intérieur. Et on vient graver ces flacons, ou soit des parfums, ou dans l'industrie de la pharmaceutique, ou des verres spéciaux. Donc on vient le graver, une fois que le flacon est fabriqué, on vient le graver, et c'est impossible à supprimer, et ça donne une traçabilité parfaite du produit, et on est sûr que le produit, c'est ce qu'il faut. Donc ça se développe actuellement, il y a une petite société qui s'est montée là-dessus, et donc ils espèrent avoir des marchés avec ce système-là. Alors pour terminer, je vais vous parler d'un domaine
dont vous ne soupçonnez pas l'utilisation de laser à impulsion ultra courte et d'usinage, c'est ce qu'on appelle la chirurgie réfractive. Alors, qu'est-ce que c'est? Si je regarde bien, je vois pas mal de personnes qui ont des lunettes, qui portent des lunettes. Donc sûrement certains ou certaines sont myopes. Donc qu'est-ce que c'est quand on est myope? C'est qu'on a, vous savez que votre œil, c'est un système optique. Vous avez un objet et vous fabriquez une image. Donc ça, c'est le cas parfait. Vous avez besoin de rien de plus que votre cornée. Vous avez un système, ici, le cristallin, qui vous permet de changer la focalisation, donc la mise au point. Hein, vous êtes près, vous êtes loin, vous faites la mise au point grâce à votre cristallin. Et l'image se fait sur la rétine, et la rétine vous donne l'information qui part par le nerf optique au cerveau, et vous avez une image. Le problème, c'est quand on est myope, l'image, elle se fait en avant. Et donc, elle est floue sur la rétine. Vous avez un flouté. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut remettre l'image sur la rétine. Donc, grâce à ça, pour faire ça, en fait, on met une optique, une lentille, enfin, ce qu'on appelle un verre, qui s'appelle un verre divergent. C'est-à-dire qu'en fait, l'image, au lieu qu'elle se forme ici, elle se forme sur la rétine, et vous voyez de nouveau net. Donc, vous pouvez soit mettre des lunettes ou des lentilles, mais c'est le même principe, hein. Simplement c'est la position qui n'est pas au même endroit. Les lunettes se mettent ici, la lentille se met sur la cornée. Donc ça, c'est ce que tout le monde a. Sauf qu'il y a des personnes qui ne supportent pas d'avoir des lunettes ou des lentilles. Et ils aimeraient bien voir bien quand même, bien qu'ils sont myopes, bien qu'ils soient myopes. Alors comment faire? Eh bien, il faut modifier le système optique. Donc modifier le cristallin, on ne sait pas trop faire. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va modifier la cornée. La cornée, c'est la partie extérieure de l'œil qui participe pour 70% à la formation de l'image sur votre rétine. Oui. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Quand vous êtes myope, vous avez soit un œil qui est trop grand par rapport au système optique ici, donc l'image se fait là, mais il n'est pas au même endroit, ou alors la cornée est trop courbée. Peu importe la cause, le résultat est le même, c'est que vous voyez flou. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, il y a pas mal de personnes qui se sont dit, tiens, mais si on modifiait cette courbure pour que l'image se fasse sur la rétine. Et c'est la technique qu'on appelle du LASIK. Alors, c'est un terme anglais, hein, Laser Assisted In Situ Keratomyelus. En fait, le principe, c'est quoi? C'est de modifier la grande courbure avec un laser. Donc, on va modifier l'optique, votre cornée, avec un laser. Et on va prendre un laser, quel type de laser qu'on va prendre? On va prendre un laser qui émet dans l'UV. Et on va faire ça ressemble à faire une sorte de resurfaçage pour changer les grandes courbures. Alors vous allez dire, mais comment on fait ça? Eh bien, alors ce qu'on fait, alors, la cornée, on ne peut pas l'usiner en surface, il faut l'usiner en profondeur, parce que la cornée, la couche supérieure, elle vous protège des agressions extérieures, donc il ne faut pas du tout la toucher, celle-là. Mais par contre, on peut diminuer l'épaisseur en interne. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on prend votre œil, enfin le vôtre, hein, pas le mien. Hein, donc on enlève une partie qu'on appelle un flap cornéen, on décape et on vient usiner ensuite avec un laser, et on vient changer les grandes courbures, vous voyez la courbure, et ensuite on remet le flap. Alors comme je vous sens très intéressé, je vous ai mis une petite vidéo. Mais c'est une animation, hein, ce n'est pas une vraie vidéo. Si vous voulez, j'ai des vraies vidéos aussi. Là, c'est un petit peu plus... c'est un peu plus impressionnant. Mais... Donc là, vous avez votre œil, enfin l'œil, la cornée. Donc on vient... Donc je vous ai dit, il fallait graver, il fallait resurfacer en interne. Donc on vient vous mettre une petite et on vient vous découper la surface de l'œil. On vous coupe à peu près 100 microns. On enlève les 100 microns, vous voyez. Et une fois qu'on est là, on peut usiner. Donc on vient avec un laser et on vient raboter le laser. Vous voyez, le laser, il est un peu bleu là. Et il vient... enfin, un peu comme quand on raboterait du bois, en fait. Hein, oui. Mais ça fait pas mal. Hein. Honnêtement, ça marche très bien. Et ensuite, évidemment, à la fin, on vous remet le petit flap là. Et 1 heure après, vous sortez et vous voyez parfaitement. C'est extraordinaire. C'est pas vascularisé, il n'y a pas de sang, il n'y a rien du tout. Hein. La cornée est alimentée par une seule couche qu'on appelle, je ne sais plus d'ailleurs. Il n'y a pas du tout de sang, il n'y a rien du tout. La cicatrisation se fait très bien. Le lendemain, vous voyez très bien et vous n'avez plus de lunettes. Oui. Quand on rabote, finalement, on enlève de la matière? Oui, on enlève de la matière. On enlève de la matière, mais pas la même au même endroit. Vous voyez, parce que si c'est trop courbé,
on enlève de la matière au milieu, et pof, ça fait ça. Tu vois? Et en fait, justement, on mesure constamment ce qu'on fait pour ne pas faire les choses de la moitié. Donc il y a un ordinateur, il y a une mesure de courbure, on sait exactement combien on doit enlever de matière, ça dure à peu près 60 secondes par œil, donc il faut changer. Et ensuite, on remet la cornée et la couche qui vous permet d'être protégé des agressions externes. Alors, je vous ai bien senti que l'étape coup du rasoir pour la cornée, ça vous plaît pas trop, ça? Oui? Ouais. Non, 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 ça recicatrise pratiquement. Alors, on vous met un petit sparadrap, il ne faut pas trop bouger l'œil pendant une journée, et après, c'est impeccable. Donc, non, non, franchement. Mais bon, il faut quand même. Alors, le coup du rasoir, il est un petit peu. C'est un petit peu inquiétant. Donc, c'est pour ça qu'il y a des chercheurs qui se sont dit, mais si on enlevait le coup du rasoir et qu'on mettait un coup de laser. Donc, alors. Et on utilise des lasers femtosecond parce qu'on s'est aperçu qu'on pouvait très bien découper la cornée en focalisant un laser environ 100 microns en dessous de la surface de la cornée. Et donc, l'idée, c'est de focaliser point par point un laser pour, en fait, créer ce volet cornéen, mais qui n'ait plus de contact mécanique avec un objet tranchant qui peut être un peu impressionnant. Alors, comme je vous sens intéressé, je vous ai mis une petite vidéo. Donc, vous voyez, alors il faut raplatir la cornée parce que pour que ce soit dans un plan toujours pareil. Et vous voyez, là, vous allez focaliser le laser. Et en fait, vous allez faire du point par point. Donc, on va focaliser le laser, on va créer un petit plasma local. Et ce plasma, en se détendant, eh ben, il va faire décoller la partie supérieure et la partie inférieure. Et donc, on va avoir un plan de découpe. Et ce plan de découpe, ensuite, va permettre en fait, de venir soulever le volet cornéen, comme la précédente. Et ensuite, vous avez le laser qui vient resurfacer localement, très précisément, de manière à pouvoir en fait, changer une courbure. Et ensuite, vous remettez le volet cornéen. Vous voyez, donc ce qui se passe, en fait, vous avez un petit plasma qui apparaît ici. Donc, point par point, vous découpez. Enfin, c'est pas vraiment une découpe, vous voyez, vous créez un plasma local et puis ça décolle la zone supérieure et la zone inférieure. Et grâce à ça, vous avez en fait votre découpe point par point qui apparaît. Et donc là, c'est un exemple de volets cornéens qui a été éjecté. Et alors, ce qui est impressionnant, c'est que les premiers essais cliniques ont eu lieu vers les années 2000. Et depuis 5-6 ans, c'est très 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 populaire. Il y a plein de gens qui le font. Enfin, il y a peut-être des gens qui l'ont fait ici. Alors, je viendrai. Oui, alors, combien ça coûte? Alors, il faut bien voir qu'il y a deux lasers. Hein. Donc, il y a le premier laser qui découpe, le volet cornéen, et il y a le deuxième laser qui vient raboter, et ensuite on remet. Ça coûte. Alors, comme c'est une chirurgie de confort, ce qu'on appelle une chirurgie de confort, parce que vous pouvez garder vos lunettes ou vos lentilles, vous n'êtes pas obligé d'avoir ça pour. C'est pas vital. Et ça coûte environ entre 1500 et 2000 euros, puisque c'est une médecine libérale, donc les prix sont un peu en fonction de tout ça. Donc c'est en gros entre 1500 et 2000 euros par œil. Donc vous pouvez choisir d'en faire qu'un, mais après vous êtes un peu. Il faut en faire deux. Quoi. Voilà. Donc j'en ai terminé avec mon exposé. Donc je termine juste par dire que les lasers, c'est merveilleux. Il y a plein de choses qui apparaissent, c'est en constante évolution, souvent en révolution. Mais alors il y a des choses qu'on ne sait pas faire encore. Hein. Le laser de Star Wars, on ne sait pas faire encore. Hein. Le laser, déjà, qui s'arrête, un laser ne s'arrête pas. Hein. Il faut qu'il y ait un obstacle pour qu'il s'arrête. Et on ne peut pas se battre avec deux lasers, Anakin et le Comte Dooku, c'est pas possible. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Est-ce que vous avez des questions? Autres? Oui? Ouais. Qui donne la puissance? Alors, on choisit un amplificateur pour plusieurs critères. Déjà, à quelle longueur d'onde on veut émettre le laser, le rayonnement laser? Parce que, par exemple, quand on a un atome et qu'on a une émission laser entre deux niveaux, cet atome, il nous fixe les différents niveaux d'énergie, donc c'est lui qui fixe la longueur d'onde. Par exemple, le néodymium, on sait qu'il a une transition à 1,06 micron,
Et si on voulait un laser à 1 micron 0,7, eh ben, on ne peut pas le faire avec ce matériau parce qu'il n'y a pas de niveau. Donc, première chose, c'est qu'on sait à quelle longueur d'onde vont émettre les lasers. Et deuxième chose, après, on sait la puissance. Si on veut faire des impulsions ou du continu, on ne choisit pas tout à fait le même laser. Par contre, en termes de puissance, là, c'est plutôt les conditions d'utilisation qui sont importantes. Donc, on sait qu'il faut donner une certaine énergie et on calcule l'énergie à donner pour qu'il produise une certaine énergie. Voilà. Allez-y, d'autres questions? Oui? Ouais. C'est dû à la cavité laser, non? C'est pas dû au cristal. C'est dû au fait que, alors je cherche un schéma de laser où avec mes deux miroirs là. Ah. J'arrive. Voilà. Vous voyez? Un laser, c'est deux miroirs et un milieu amplificateur. Donc les deux miroirs là, ils servent à quoi? Ils servent à prendre les photons qui sont émis ici, qui vont là et repartent. En gros, les lasers font du ping-pong entre les deux miroirs. Et ben, le rayonnement, les propriétés spatiales du faisceau dépendent en fait de ces deux miroirs. À quelle distance ils sont? Comment la courbure si c'est des miroirs concaves, courbés, plus ou moins courbes. Et c'est ces miroirs-là qui imposent la directivité, enfin le rayonnement, les propriétés spatiales. Donc, c'est très peu divergent, mais c'est quand même un peu divergent. Et c'est imposé par la cavité. Ouais. Ce qu'on appelle la cavité, c'est l'assemblage des deux miroirs l'un en face des autres, en fait. Alors si, il y a des moyens pour réduire la divergence, c'est on augmente la taille du faisceau. Si par exemple je mets un système optique, attendez, je vais prendre une craie. Donc vous avez un rayonnement laser comme ceci. Si maintenant je mets un système optique comme ceci, vous voyez, qui agrandit la taille, hein, je passe de D à D', et ben, si j'ai une divergence θ, là je vais avoir une divergence θ'I, et ben, je sais que le produit est constant. D fois θ, c'est égal à D' fois θ'. C'est-à-dire que si j'augmente la taille, je diminue la divergence. Donc, et par exemple, quand on envoie des lasers sur la Lune, parce qu'on sait aussi, il y a des gens, des chercheurs à Nice, à Cannes, enfin dans le sud de la France, qui font des mesures entre la distance Terre-Lune. Donc ils envoient un rayonnement laser, ce rayonnement laser arrive sur la Lune. Sur la Lune, il y a eu des missions Apollo qui ont déposé des petits miroirs. Donc le rayonnement est renvoyé par ces miroirs-là. Alors une fraction, hein, pas beaucoup, parce que le faisceau il fait 300 mètres quand il arrive sur la Terre et les miroirs ils font quelques centimètres carrés. Il y a des petits miroirs qu'on a mis. Et ces miroirs renvoient la lumière, on récupère la lumière. Et comme on veut que le faisceau ne soit pas trop gros, il est gros mais il n'est pas trop gros, donc on commence par l'agrandir, on le fait faire prendre un diamètre d'environ 1 mètre, ce qui diminue la divergence d'autant. Et on peut diminuer la divergence pour qu'il ne soit pas trop gros sur la Lune et pour qu'il y ait quand même pas mal de photons qui reviennent. Mais ces photons-là, il n'y en a pas beaucoup parce que je sais qu'ils savent à peu près la distance Terre-Lune, donc ils savent à peu près quand regarder, et ils récupèrent en moyenne un photon. Un photon. Donc ils ont une petite fenêtre de lecture, ils regardent le photon quand ils arrivent, et puis après ils font des statistiques, ils font des moyennages, et comme ça ils arrivent à mesurer très précisément la distance Terre-Lune. Ils mesurent aussi la distance Terre à des satellites, comme ça ils mesurent très précisément. Sur les satellites, on peut mettre des miroirs, et on fait des mesures de distance pour avoir le positionnement précis des satellites. Et alors on m'a dit, je ne sais pas si c'est complètement vrai, mais ça doit être sûrement en partie vrai, si on me l'a dit, c'est que ça permettait de savoir la position exacte des satellites qui servent pour le GPS. Et comme les GPS partent du principe que le signal GPS vient de satellites dont on connaît la position, ça permet de mieux savoir la position des satellites du GPS et pour avoir une meilleure précision dans le GPS en fait. Donc on a des lasers qui éclairent enfin, les satellites. Ouais, ce serait trop loin parce qu'il n'y aurait pas assez de photons qui reviendraient en fait. Ouais, non, mais dans le principe, on pourrait le faire. Mais simplement, c'est un peu loin. Mais effectivement, la Lune n'est pas loin hein, par rapport à Mars. La Lune, c'est rien du tout. Hein. Oui. Donc la divergence diminue avec le temps. Est-ce que s'il y a divergence, la taille augmente et donc la divergence diminue? Non. Avec le temps? Pourquoi le temps? Parce que si vous envoyez un faisceau, oui. il y a divergence, le faisceau va s'élargir. Ouais. Et donc comme il va s'élargir, avec la relative... Ah non.
Après, il faut quand même un système optique pour changer la divergence. Après, lui diverge et il a beau agrandir de taille, il est dans un couple constant, D', θ', mais ça ne change plus. Ouais, non, c'est à l'instant donné, là, c'est que si on voudrait qu'il diverge moins, il faudrait qu'on le fasse plus gros au départ. Mais après, non, après la divergence est constante. Lors de la propagation, la divergence ne change pas. Voilà, c'est ça le... Ouais, tu as raison. Les miroirs sont toujours des verres, ça peut être du quartz, Ça peut être du verre et du quartz. En fait, ce qui se passe, c'est que les miroirs, en fait, il y a un substrat qui est du verre, du quartz, mais dessus, on met des traitements, ce qu'on appelle des couches multi-réfléchissantes, parce qu'il faut qu'on réfléchisse le plus possible de la lumière, parce que si vous avez des fuites de chaque côté, ben, vous perdez la moitié de l'énergie à gauche, la moitié de l'énergie à droite, et il faut ajuster très précisément cette réflectivité. Donc en fait, ce sont des empilements de couches, enfin, c'est une technique qui s'appelle des traitements multiélectriques, et qui permettent en fait d'ajuster, mais sur un substrat de verre ou de quartz, ou dans l'infrarouge d'autres métaux, d'autres matériaux qui sont transparents en fait. Oui, oui, mais c'est ça. Oui. Oui. Justement le rendre semi-réfléchissant pour qu'il laisse passer une partie du... Ah ben ça c'est tout le problème, c'est que quand vous avez un substrat par exemple, vous avez du verre, hein, vous avez un indice N, vous avez de la lumière qui arrive ici, il y a une partie qui est transmise et une partie qui est réfléchie. Ce qu'on fait, c'est qu'on remet une couche, on remet plusieurs couches ici, et on joue sur l'indice de réfraction. L'indice de réfraction, c'est quelque chose qui dit un peu la vitesse de la lumière dans le matériau. Et en ajustant ces empilements multicouches, on arrive à jouer sur le taux de réflexion et le taux de transmission par rapport au 1. Enfin, si on imagine qu'il y a 1 watt ou une unité qui arrive, on arrive à ajuster en jouant sur des empilements qui sont très précisément ajustés. En fait. Et on sait, au pourcent près, on sait ajuster très précisément le taux de réflexion ou le taux de transmission, enfin c'est les mêmes, quoi, en essayant qu'il n'y ait pas d'absorption. S'il y a un peu d'absorption, et si le laser émet beaucoup de puissance, donc il peut chauffer et ça peut détruire l'ensemble en fait. Ouais, oui. Mais on arrive précisément à faire ça, oui. c'est une industrie mature, elle peut encore se développer ou on est, Alors, ça dépend laquelle. Oui, elle est mature et oui, elle se développe. Oui, elle est mature dans le sens, par exemple, tout ce qui est diode laser pour les télécommunications. Vous savez, dans chaque ordinateur, il y a un laser qui vient lire le disque optique, un lecteur de disque optique. Donc, pour mettre des lasers dans des appareils grand public, c'est absolument nécessaire, indispensable que ce soit mature. Donc, tous ces diodes laser, la technologie fait que les miroirs sont collés sur le mini-amplificateur. Donc, il n'y a plus déjà de possibilité de décoller l'un par rapport à l'autre. Donc, tous les diodes laser, vous savez qu'on met des diodes laser sous l'eau, dans des câbles sous-marins, qui servent à transmettre l'information entre les différents pays pour Internet. Donc, et on les met pour 25 ans, et on ne veut surtout plus y penser après. Donc ça, c'est vraiment mature. Donc, les lasers qui servent pour l'usinage dans les usines de fabrication de voitures, ça, c'est complètement mature et tout. Alors bien sûr, il y a des progrès scientifiques constants, mais avant de les transposer dans l'industrie, on prend des facteurs de sécurité importants. Et il y a encore des secteurs nouveaux qui apparaissent. Les lasers femtosblondes, c'est quelque chose qui, depuis 10 ans, l'usinage de l'œil, là, par exemple, ça, c'est quelque chose qui s'est développé il y a 10 ans, à peu près. Et il y a des sociétés qui ne vivent qu'en faisant que des lasers là. Nous, on travaille avec une société de Bordeaux et qui travaille, dont le gros marché de ces lasers, c'est ce genre d'application. Il y a les deux, en fait. Je dirais, il y a des progrès continus, mais qui se reposent sur des technologies qui ont 50 ans. Hein. Mais oui, c'est pas un gros marché. Le marché laser, c'est à peu près 6 milliards de dollars. Mais c'est des marchés clés. Par exemple, s'il n'y avait pas de diode laser, il n'y aurait pas Internet. Donc là, on serait malheureux. Donc, bien que dans une liaison Internet, le laser lui-même, il représente que peut-être, je ne sais pas moi, pour millième du prix. C'est comme dans un lecteur de CD. Le lecteur de CD, le bloc laser avec son optique et tout, c'est même pas $1. Enfin, €1 ou $1. Ouais. Donc c'est tout petit, mais c'est clé, parce que si on n'avait pas de laser, on ne pourrait pas avoir de CD, de DVD, tout ça. Bon, je sais bien qu'en ce moment, on a de moins en moins de DVD, on a de plus en plus on passe par des clouds et tout ça, mais bon, quand même. Oui, donc, mais c'est en progression. La croissance, c'est un secteur en croissance. C'est régulièrement, si on lisse en faisant abstraction des vicissitudes de l'économie, c'est au moins 10% par an, la croissance du secteur. Donc, il n'y a pas beaucoup de secteurs où on a 10% de croissance. Hein, donc c'est quand même intéressant.
D'autres questions? Oui. Ah, alors, jusqu'à maintenant, non. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a découpé, raboté, remis, je pense que c'est définitif et on ne peut pas avoir de nouveau. Donc, il ne faut pas se tromper. Faut pas que... Et ce qui se passe, c'est qu'il faut le faire à un moment où votre vue est stabilisée. C'est que vous savez que quand... Enfin, moi, par exemple, j'ai commencé à mettre des lunettes, j'étais un petit peu plus jeune que vous, j'étais en seconde. Enfin, je me rappelle très bien. Ça m'avait traumatisé, donc... donc et pendant quelques années, régulièrement, on change, la vue baisse, change, évolue, et après, elle devient stable. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut le faire. Pas trop tard, parce que quand vous commencez à vieillir, et ça je le sais aussi, là vous avez d'autres phénomènes qui apparaissent. Le cristallin devient moins souple, donc vous n'arrivez plus à accommoder autant devant que loin. Et donc il faut mettre des lunettes différentes. Donc c'est si je disais, entre 20 et 40 ans qu'il faut faire. Mais par contre, ce qui est impressionnant, c'est que comme on vous mesure réellement la performance optique de votre œil, ce qui est impressionnant, c'est qu'une fois qu'on vous a corrigé, votre vue, elle est super. Elle est même au-delà de ce que la vue est de personnes qui n'ont pas de lunettes. Et il semblerait, de par cette super qualité, que la nécessité de mettre des lunettes est repoussée un petit peu. Mais on n'a pas trop de recul parce que, comme je vous disais, les premiers tests, ça a été fait vers 2000, donc les premières opérations vers 2002-2005. Donc là, maintenant, il y a quoi? Il y a 8-10 ans de tests en laser. Alors, il y a eu avant le rabot, mais quand même, ça, c'est peut-être 10 ans avant. Donc, on a environ 15-20 ans de recul. Et c'est... Ben là, maintenant, je ne sais pas, il faut espérer qu'il n'y a rien qui se passe, que tout va bien. Mais apparemment, c'est le cas. Donc, mais oui, on n'a pas un recul sur 3 générations pour savoir ce qui s'est passé et tout ça. Voilà. Donc, les premiers opérés commencent devraient avoir la nécessité de mettre des lunettes, et il se trouve qu'il semblerait qu'en moyenne, le besoin de mettre des lunettes est repoussé un petit peu en moyenne de quelques années. Donc c'est bénéfice aussi. Donc allez-y. Oui, non, c'est... Mais ce qui est extraordinaire, c'est que quand les chercheurs ont développé des lasers femtosecondes, aucun ne pensait qu'un jour il y aurait des lasers femtosecondes pour opérer l'œil, pour changer la vue. Enfin, ça, c'est des choses que... Enfin, moi, j'ai fait partie des quelques groupes de recherche qui travaillaient dans le domaine. Quand on a vu arriver cette application-là, on s'est dit que c'est magique, quoi. Donc on ne soupçonne jamais les applications, en fait. Donc il y a des secteurs d'activité qui se développent sans qu'on sache exactement pourquoi, comment et tout ça. D'autres questions? On peut dire ça calme. Bien. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie de votre attention. Je vais juste vous dire une chose, c'est que bon, là on arrête le cycle parce que c'est bientôt la fin de l'école. Mais par contre, le cycle va recommencer. Alors je vous le dis pas à vous, enfin je sais pas si, ou plutôt aux enseignants. Donc il y a un cycle qui va recommencer en septembre, et où il y aura les infos et tout ça. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui sont il y a des gens en première ici. Vous êtes en première ou en terminale? Vous êtes en première. Donc vous aurez peut-être la chance de revenir en septembre. Pour d'autres conférences, on essaie évidemment de ne pas faire les mêmes parce que l'idée c'est que... Mais bon, au bout de 2 ans, on viendra peut-être à la même parce que tous les élèves seront partis et nous, on sera toujours là. Donc on pourra recommencer exactement les mêmes conférences pour les faire. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Bonne soirée.